et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Alors aujourd'hui, on est en mode vidéo pour la première fois et je suis super contente parce qu'aujourd'hui, ça va être une émission spéciale avec des invités spéciaux et sans plus tarder, je vais avoir envie de les présenter, de leur permettre de s'exprimer sur un sujet qui, j'imagine, leur tient à cœur. Je vais poser un peu le décor, un peu le contexte pour comprendre effectivement où on va aller aujourd'hui, mais en tout cas, ça va être hyper génial puisque c'est un moment qu'on va pouvoir partager effectivement avec eux sur un sujet qui fait partie de leur quotidien. Et donc, c'est tout simplement un sujet qui va concerner... Je vais te donner quelques indices. Déjà, si je vous dis enseignement, si je vous dis école, collège, si je vous dis éducation nationale, est-ce que ça vous parle ? J'imagine que oui. Aujourd'hui, en 2023, la question que se pose, c'est qu'est-ce que c'est être prof en 2023 ? Eh bien, c'est la question principale que je vais poser à mes invités et on va avoir une 50aine de minutes pour aborder tout ce sujet. Donc, surtout, restez bien branchés jusqu'au bout parce que vous aurez plein de belles surprises. Alors, je vais donner quelques chiffres clés. Si je vous dis 1 162 850, eh bien, c'est tout simplement le nombre de personnes que l'éducation nationale emploie. Il y a également 80%. 80%, à votre avis, c'est quoi ? Eh bien, 80%, c'est le nombre d'enfants qui sont scolarisés dans le public et le reste dans le privé. On va aborder des différents sujets ici et là qui vont concerner justement le monde de l'enseignement, l'éducation en France. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes invités pour qu'ils puissent se présenter. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Salut à tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Merci. Je vais laisser, vous m'autorisez, la galanterie, je vais laisser Bien évidemment. l'occasion à Siam de se présenter. Siam, comment vas-tu ? Je te remercie. Merci de ton accueil chaleureux. Bonsoir mes chers collègues. Bonsoir, bonjour. Et bonjour ou bonsoir. Donc je m'appelle Siam, j'ai 39 ans. Ça fait 14 ans que j'enseigne. 10 ans dans le spécialisé. Donc je suis enseignante en section d'enseignement général, donc professionnel et adapté, donc ce qu'on appelle communément la SECPA. Voilà, oui. Il y a même un film qui est sorti. On pourra y revenir, peut-être un sujet de discussion. Super. Voilà, j'aime ce métier, je suis passionnée, comme mes collègues, et on va prendre ce petit temps pour faire. Donc à côté de ça, je fais tout un tas de choses. Donc je suis aussi une citoyenne engagée, mais l'éducation, c'est mon cœur de métier. Super. Un métier de cœur aussi. Très bien. Merci Siam. À vous l'honneur. Je t'en prie. Ah oui, merci Nadine pour l'invitation. Donc moi c'est Kwabena, je suis enseignant en mathématiques en lycée, enseignant de mathématiques, pardon. Je suis, c'est toujours dur de se présenter. J'enseigne depuis 2018. J'ai fait une partie de ma scolarité en Afrique et voilà où je suis né d'ailleurs. Je suis né au Cameroun à Yaoundé. Et pareil que Siem, je fais ce métier par passion. Je pense que c'est vraiment une vocation, un appel et aussi un peu peut-être l'influence de mon background familial. Et voilà, et c'est un plaisir d'être avec vous pour échanger autour de ça. Super, plaisir partagé. À toi, Patrick. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Patrick et j'ai donc 32 ans. Je suis enseignant en physique-chimie. J'ai entendu mes collègues qui parlent de leur métier avec passion. Alors malheureusement, je ne sais pas si j'ai autant de passion qu'eux, même si c'est quand même un métier que j'apprécie. Il y a des domaines qui m'ont amené sur ce chemin, tels que l'entraînement, c'est-à-dire que l'entraînement aux jeunes, je suis coach, j'ai été coach d'entraînement futsal avec des gamins de 15 à 18 ans. D'accord. Donc, du coup, j'ai, on va dire, cette facilité avec les gamins, et donc du coup c'est la raison pour laquelle je suis sur, étant donné que j'ai eu la chance d'être diplômé, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, et donc c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui enseignant, qui est un métier que j'aime beaucoup. Alors passion, peut-être que le terme personnellement est peut-être un peu fort, mais c'est quand même un métier que j'apprécie. Enseignant de quoi ? Quelle matière ? C'est vrai que je l'ai pas précisé, je suis enseignant en physique-chimie au collège. D'accord. Donc voilà. Ok, sacrée matière. Moi, j'aurais des choses à dire sur cette matière. Oui, moi j'aime bien. C'est pas forcément celle qu'on apprécie. J'assume.
Non, mais tu verras. Super. Eh ben, merci à vous d'être là. On va pouvoir effectivement mettre les pieds dans le plat. L'enseignement, c'est vrai que on pense au collège, on pense au lycée. Aujourd'hui, on va un peu mettre de côté la partie, on va dire, enseignement primaire, l'école primaire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si on parle du premier degré, donc les professeurs des écoles, eh bien, les chiffres de 2023 disent que 11 050 postes ont été proposés au concours du premier degré. Concours du deuxième degré, on est sur 12 883 postes. Donc, deuxième degré, vous me dites si je dis des bêtises, hein, on est sur collège-lycée, donc c'est le fameux CAPES que l'on passe. Et faut savoir que l'Éducation nationale a fait aussi des recrutements contractuels. Donc, qui dit recrutement contractuel, ça veut dire qu'il faut avoir un niveau précis, Bac plus 2 ou Bac plus 3, pour prétendre justement à ce recrutement. Et il n'y a pas vraiment de chiffres précis, puisque les chiffres varient en fonction des académies. Et le dernier point, c'est le fameux diplôme, en tout cas concours qui correspond à ce que tu as pu réaliser, Siam. Et aujourd'hui, on appelle ça le KPI. Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive. Et donc, c'est ce qui permet de devenir enseignant spécialisé au premier et second degré. Donc, au vu de tout ce qui est proposé au niveau de l'éducation nationale, moi, ce que j'aimerais savoir, selon vous, comment vous pourriez décrire le métier d'enseignant en une phrase, comme ça qui peut prendre la parole? Alors, ça va souvent être le cas. On va souvent donner la parole à Siam. Eh bien, écoutez, je vais avec plaisir pour reprendre la parole. Non, alors, c'est particulier. Donc là, je vais parler avec mon identité professionnelle d'enseignante spécialisée. C'est un champ particulier parce que c'est un champ, on est à la croisée de plusieurs choses. On l'avait dit en une phrase, je crois bien. Donc, on va tenter une phrase et demie maximum. Donc l'idée, c'est d'accompagner une personne à construire un parcours d'identité, un parcours d'orientation, en lui offrant donc des espaces dans lesquels il y a des savoirs, avec des grands S, savoir-être, savoir-faire, savoir réfléchir, savoir construire. Tout ça dans un climat évidemment de bienveillance et surtout de bien-être. Voilà, je crois que c'est un des enjeux, on verra, on parlera après. Donc, et des outils de stratégie, en fait, pour donc, construire des repères stabilisés et évolutifs, surtout. Puisque là, on est dans une société où tout va très vite. J'ai été un peu longue. Oh, c'est une vraie bonne phrase. Maintenant, ce que je retiens, c'est le côté, on n'est pas dans quelque chose de figé. En effet, évolutif, avec des outils et avoir un espace finalement dédié à ça et qui, au fur et à mesure du niveau, j'imagine, évolue. Tout à fait. Très bien, très bien. Les autres, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça ou vous avez aussi votre propre phrase qui pourrait définir en tout cas ce que c'est que pour vous être enseignant? Alors, comment dire, sur la phrase en question, en fait, j'y distinguerais peut-être deux points de vue parce que, comment dire, ce que l'institution attend de nous comme enseignants, j'ai l'impression, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est radicalement différent de moi, ma conception de ce qu'être enseignant. Donc je sais pas du coup si tu attends la réponse, genre, qu'est-ce que veut dire profondément pour moi être enseignant ou ce qu'on attend d'un enseignant, qu'est-ce que l'institution d'éducation nationale attend d'un enseignant aujourd'hui? Plutôt pour toi, parce que j'imagine que c'est finalement comme ça que tu l'incarnes au quotidien. Oui, j'essaie. Alors, c'est pas facile parce qu'on est compressé par... on a les exigences de l'institution. Oui. Non, pour moi, oui, l'éducation, c'est d'abord la transmission. La transmission et surtout former... Pour moi, c'est fondamental, former à l'esprit critique. D'accord. Voilà, je dirais comme ça. Et surtout, et je rajouterais peut-être une troisième chambre, la compétence. Voilà, savoir de quoi on parle. Ok, donc je retiens la compétence, l'esprit critique, et tu parles de transmission. La transmission, finalement, c'est de toi vers les autres, ou c'est même finalement entre les élèves? Oui, dans les deux, en fait. Les deux? D'accord. Les deux.
Et en fait, je crois beaucoup au proverbe. On dit souvent que c'est un proverbe africain, each one teach one. Chacun à la fois dans une position simultanément d'élève et de professeur. Et c'est vrai que c'est dommage, l'école d'aujourd'hui favorise plus tellement ça. C'est-à-dire, on est un peu, nous, les enseignants, les grands savants qui doivent instruire une masse d'ignorants, entre guillemets. Voilà. C'est dommage que l'institution, elle est encore un peu figée, qu'elle ne met pas plus en place des situations un peu de réciprocité dans l'apprentissage des deux côtés, côté prof, côté élève. Super. Ok, très bien. Une réaction à ça, Patrick ? Je trouve que mes collègues, ils ont été extrêmement concis. Ce que je pourrais ajouter, je ne sais pas trop, mais en termes de transmission, c'est vraiment le terme qui ressort dans l'enseignement. J'ajouterais aussi, on a ce rôle un peu modélisant, l'exemplarité, pardon. C'est-à-dire que moi, lorsque j'enseigne dans les collèges qui sont assez difficiles, étant donné que je viens de ce milieu, j'essaye de montrer aux gamins que, en fait, il est tout simplement possible de réussir parce que les modèles de réussite qu'ils ont ne sont pas forcément les plus réalisables. Oui. Donc j'ai tendance à leur montrer que leur donner une sorte de plan B, quoi. L'objectif n'est pas de leur dire que le rêve n'est pas réalisable, mais plutôt d'essayer de les rapprocher de la réalité et de leur donner un peu un plan B. Parce que souvent, on me pose la question, mais à quoi ça sert de faire ça, à quoi ça sert de faire ça ? Et donc, du coup, ça revient à ce que Kwabena disait en termes de compétences. Effectivement, vous allez avoir des compétences, vous allez pouvoir faire d'autres choses, etc. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant de le souligner. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, vous êtes un peu une boussole pour eux, hein, un peu un guide dans leur vie ? Moi, ce qui m'a frappé là dernièrement, c'était la campagne de l'Éducation nationale, la campagne publicitaire, où ils annoncent effectivement le fait qu'ils recrutent un certain nombre d'enseignants, mais qu'en fait, l'enseignant, le prof, a un impact sur la vie, sur l'avenir de l'enfant. En gros, la publicité, hein, je rappelle juste le contexte, c'est une chirurgienne qui vient voir sa patiente et elle se rend compte que sa patiente, en fait, c'est son ancienne prof. Elle dit « Ah, madame, je dis n'importe quoi, ah, madame Marguerite, ah, mais c'est vous ?» Et elle la reconnaît, elle dit « Ah oui, je me souviens bien de toi. » Et la patiente lui dit « J'ai toujours su que tu allais réussir. » Et elle répond « Ah bah moi, j'ai toujours c'est grâce à vous, en fait, que j'ai réussi parce que vous avez toujours cru en moi. » Et il y a ce lien-là, on sent, hein, ce lien fort en un clin d'œil, ce lien fort qui s'est créé entre le professeur, l'ancienne professeure finalement, et l'élève devenu chirurgienne. Et donc, on sent l'impact que peut avoir un professeur sur l'élève. Et des fois, vous n'avez pas l'impression que finalement, vous jouez un rôle assez important dans la vie des élèves et que vous êtes un peu leur guide, leur boussole, surtout à cet âge-là, que ce soit au collège ou au lycée. Qui se lance ? N'importe qui peut réagir. Je crois que oui, il y a de ça. Alors, et c'est important de le préciser aujourd'hui parce qu'on a toujours, historiquement, le prof, il était sur un piédestal. D'ailleurs, il était même surélevé. Hein. Il avait ce savoir, c'était très transmissif. Alors qu'aujourd'hui, on est un petit peu tombé en verticalité. On essaie de faire du travail de groupe, de l'apprentissage par les pairs, mais avec cette dimension quand même affective qui est poignante dans tout type d'enseignement. Donc la relation pédagogique, elle se noue autour du ressenti aussi de l'élève. Hein. On y laisse de soi un peu quand on apprend, c'est pas facile. On avance sur un fil et puis et le prof, il est à côté en fait. Il est comme un petit guide, un tuteur. Mets le pied devant l'autre, voilà, c'est très bien, mais sans lui tenir, en lui tenant le moins possible la main, pour lui dire mais tu sais faire en fait, c'est toi qui construis. Parce que l'idée, en fait, la complexité, c'est de se dire, on n'apprend pas à la place des autres en fait, on n'apprend pas à la place des élèves. C'est eux qui apprennent. Et en même temps, nous, on est là, on est garant de cette fameuse orientation qui est de cette relation qui est fragile à la fois et en même temps qui est tellement valorisante et pour l'élève et pour l'enseignant. Parce que, je veux dire que même nous aussi, on est dans nos émotions quand on voit un élève avancer, réussir, faire des erreurs, essayer, s'accrocher. Enfin, je dis qu'en fait, tout ça, donc ça va un peu dans tous les sens. Et garder la tête froide et en même temps se nourrir de cette relation parce que en fait c'est aussi ils nous portent et on les porte aussi en même temps et on avance ensemble dans ce grand bateau, hein. Je sais pas. Exactement.
J'étais un peu bavarde. Non, pas du tout. Je trouve également qu'on est obligé de... Enfin, obligé. On doit parler de bienveillance. On a souvent... alors, vous pouvez vérifier peut-être autour de vous, mais en tout cas, moi, c'est le cas. On parle souvent de nos anciens profs. Alors, à tel moment, tel prof m'a dit telle chose. Alors ça peut être, des fois c'est péjoratif ou des fois c'est amélioratif, ça dépend, l'impact il peut être totalement opposé. Et je vous donne un exemple, il y a un élève il y a un prof qui va dire à un élève, écoute, tu réussiras à rien parce que tu travailles pas, etc., etc. L'élève va l'enregistrer et donc du coup ça va avoir l'effet inverse et du coup il va se donner et il va réussir et pour prouver justement à ce prof, regarde, tu vois, j'ai réussi. Du coup l'exemple de la pub, je l'aime beaucoup parce que du coup effectivement on a cette bienveillance, il y a Siam qui parlait aussi de l'émotion, elle a parlé de l'émotion, oui, d'affection, l'affect, voilà, exactement. Et je trouve que ça, c'est propre à chacun. Parce que je pense que Siam, elle est passionnée, du coup, elle arrive à transmettre ça. Moi, lorsque je fais ce métier, j'ai aussi cette envie-là de transmettre, et du coup, ils arrivent à le ressentir, du coup, ils sentent que je suis bienveillant, du coup, ça a un impact positif. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est pas forcément le cas de tous les profs. De tous les profs, du moins aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu remarquer. Après, je ne vais pas m'étaler non plus, mais je trouve qu'il y a pas mal de profs de collègues qui sont au bout, quoi. Parce que c'est pas facile. Oui, j'allais dire pour différentes raisons, mais oui, voilà, en tout cas, c'est le cas. Quoi, Béna ? Non, j'aime beaucoup l'exemple de la pub. Après, pour moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est pas l'image du prof d'aujourd'hui, quoi. Je sais pas, j'ai pas personnellement l'impression d'inspirer beaucoup mes élèves. Je sais pas. Après, oui, c'est vrai qu'on peut pas le savoir. Ça fait pas si longtemps que j'enseigne, mais pour moi, alors c'est pas pour être défaitiste, mais je trouve qu'il y a peut-être un côté un peu exagération et propagandiste limite dans cette pub, parce que honnêtement, c'est vrai que comme si elle me disait il y a quelques années, 20-30 ans en arrière, le prof était sur un piédestal peut-être un peu trop haut, mais aujourd'hui, il faut quand même avouer que nos élèves, ils ont bien plus de types de modèles qui les intéressent que le prof. C'est vraiment un profil très particulier d'élève qui est encore dans ce truc, de vouloir que le prof soit content de lui, je sais pas comment dire. Pour la question de l'affect dont vous parliez, pour moi, je le ressens plus au niveau de la notation. C'est-à-dire, il y a l'affect parce qu'ils savent que derrière, ils attendent pas tellement une validation, une reconnaissance de ce que j'ai fait. Ils veulent juste me prendre au sentiment pour que j'arrête une bonne note. Oui, c'est pas un affect entre guillemets sincère où on attend une reconnaissance du travail qu'on a fait en tant qu'élève, mais plus un truc un peu intéressant. C'est comme ça que je le vois après. D'accord. Alors, Oui, tu peux réagir, je t'en prie. Moi, je pense qu'en fait, l'idée d'enseignant, en tout cas de la relation qu'il peut avoir avec ses élèves, c'est déjà une proximité, être une ressource, ça, ils le savent. Mais j'espère, en fait, que tu revois un peu des élèves que tu as eus il y a quelques temps. Oui, alors c'est vrai que j'ai des terminales il y a 2-3 ans maintenant que j'ai revu. Et c'est vrai que souvent, hélas, ils viennent avec souvent des mauvaises nouvelles parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils ont dû arrêter la fac, qu'ils font un petit boulot. Mais ils reviennent vers toi. Oui, pour donner un peu des nouvelles, oui. C'est vrai que oui, il y en a quand même quelques-uns qui reviennent, oui. Et on revient donner des nouvelles aux personnes en qui on a confiance. Et c'est vraiment, en tout cas, vous avez l'air un peu plus jeune que moi. Le retour des élèves, il est hyper important et c'est ce qu'on n'a pas le temps de voir parfois. On leur donne, on leur donne tout ce qu'on peut donner et ils prennent ce dont ils ont besoin sur le moment, à un instant donné. Et ils feront peut-être le lien avec d'autres choses qui n'ont complètement rien à voir avec ce qu'on leur a enseigné. L'idée, c'est qu'ils se saisissent, en fait, et qu'ils s'émancipent de ça. En fait, vraiment, le but, c'est vraiment l'émancipation. Et alors qu'avant, c'est vraiment le prof, c'était le tuteur au sens premier, celui qui tient la plante qui va grandir. Et alors que là, on est vraiment dans une relation je trouve, beaucoup plus flexible, libre, et leur permettre d'exprimer, de leur laisser des espaces d'expression et même la liberté de revenir donner des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que c'est vrai que la vie est aussi ça. Et puis de dire que le parcours, il n'est pas rectiligne. Et les réussites, elles sont aussi forgées de essais-erreurs, essais-erreurs. Ça aussi, je crois que c'est des choses qui ont un peu évolué dans notre façon de faire et d'entendre
la relation dans l'enseignement et avec les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et d'accepter aussi de se faire retoquer sur des façons de faire. Voilà, madame, c'est ennuyant, c'est ennuyeux. D'accord, ok, explique-moi. Monsieur, il est quelle heure? Ouais. Monsieur, madame, il est quelle heure? Vous l'avez souvent, ça, cette question? Ah, c'est terrible. Ça m'est arrivé quelques fois et j'accepte en fait. Alors j'accepte et je les invite à regarder le tennis. Il est l'heure qu'il est, effectivement. Il reste tant de temps pour te concentrer. Est-ce que tu veux bien te recentrer? Oui. Donc avoir cette flexibilité, alors qu'il y a un temps où on n'aurait jamais osé faire ça. Alors, jamais. Oui, en effet. Voilà. La pédagogie a repris un peu le dessus. Vraiment, on va dire cette façon de penser l'enseignement beaucoup plus flexible permet de récupérer tout le monde. C'est la dimension inclusive, donc pour laquelle je crois qu'il faut militer, puisque c'est l'école d'aujourd'hui, mais c'est celle aussi de demain. Si on veut une société qui accepte tout le monde avec ses singularités et continuer de partager du commun, il va falloir vraiment faire ce travail-là, nous aussi, de remise en question. Et la première remise en question, je crois qu'il faut aussi interroger avec sincérité le public avec lequel on travaille. Oui. Parce que l'institution a ses grilles d'évaluation, qui est très, très objectivée, très pertinente, très pointue, très techniciste. Mais à la fois, je pense que le ressenti, on parlait de la dimension affective, émotionnelle, le ressenti des élèves face aux apprentissages, il est important. Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi j'en ai absolument rien à faire aujourd'hui de ce que vous me racontez là? Ça n'a aucun sens pour moi. Tu veux bien essayer de te concentrer. Qu'est-ce que tu peux essayer d'en tirer? Ou alors on met ça de côté et on accepte de faire... cette flexibilité, là, vraiment, c'est un enjeu de formation pour aujourd'hui, demain. En tout cas, voilà, je trouve ça riche. Oui, pour tous les enseignants, finalement, et enseignantes. Oui. D'accord. Ok. Kwabena, tu parlais de rôle modèle, tu parlais de, effectivement, ce qu'avaient en tête les élèves d'aujourd'hui et qu'en effet, les professeurs, ce n'étaient pas forcément les rôles modèles ou la référence. Que pouvez-vous me dire sur la génération dite Z? Alors, je rappelle, la génération dite Z, c'est la génération finalement née de 96, 97 jusqu'à 2012 à peu près. Elle est face à un environnement bien précis, à une actualité aussi toujours en mouvance, et elle est face à des défis différents chaque jour. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette génération finalement que vous rencontrez dans vos classes? Je sens la question elle est vaste. Elle est vaste alors moi, en fait, je souscris pas trop à la notion de génération Z. J'interroge beaucoup ces concepts-là parce que, en fait, comment dire, j'ai l'impression que c'est un peu le monde des multimédias qui nous font croire que parce que des enfants seraient nés je sais pas, en 1995 plutôt qu'en 1964, qui seraient radicalement différents. En fait, la plupart des chercheurs en neurosciences sont unanimes là-dessus. Un enfant a beau naître en 2012, le cerveau humain, il est très vieux. Et en fait, le cerveau humain, pour se développer, il a essentiellement besoin de contact avec l'humain, de livres pour apprendre la lecture. Et c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui, on dit il faut vivre avec son temps. Alors, bon, d'accord, il faut vivre avec son temps, mais je disais que le cerveau est vieux. Nos jeunes aujourd'hui passent la majorité de leur temps, surtout les adolescents, sur les écrans. Les chercheurs en neurosciences montrent que le cerveau n'est pas fait pour recevoir un bombardement sensoriel de vidéos TikTok toutes les 5 secondes. Et je veux dire, on peut essayer de masquer ça sous les termes de génération Z. Oui, il faut vivre avec son temps. Ils ont un cerveau différent, multitâche, etc. Je pense que nous, les enseignants, en tout cas en première ligne, on voit bien les résultats délétères que ça donne sur la concentration, le manque d'attention, l'agressivité, le manque de sommeil. En fait, il y a plein de signaux qui devraient faire, notamment l'éducation nationale, tirer la sonnette d'alarme sur pas mal de choses liées au numérique, aux usages du numérique, parce que c'est de ça qu'il s'agit concrètement, c'est que cette génération, en fait, elle est scotchée à ses écrans, téléphone, télé, tablette, voilà, dès l'enfance. Et je suis assez inquiet, honnêtement, de ce que je vois, parce que même moi qui enseigne pas une matière littéraire, en termes de déficit de qualité à l'écrit et à l'oral, vraiment c'est assez inquiétant, et ça m'étonne que la France ne réagisse pas plus que ça, parce que je me suis renseigné, par exemple, à Taïwan, c'est devenu un vrai problème de santé publique. C'est-à-dire des parents payent des amendes s'ils surexposent leurs enfants à des écrans. Ah bon? Ouais.
C'est intéressant. Donc c'est quand même intéressant qu'à côté, en France, on nous dise qu'il faut balancer des tablettes dès la 6e aux élèves, des ordinateurs dès la 6e, et on s'attend miraculeusement à ce qu'ils fassent leur devoir avec. Alors que nous-mêmes, les adultes, on sait très bien que quand on a un téléphone à la main, le premier réflexe, c'est d'aller sur Instagram. Oui. Voilà. Et on attendrait des élèves qu'ils pensent qu'ils doivent aller regarder la vidéo complémentaire au cours de maths. Donc, bon. Non, je suis un peu inquiet de ce que je vois par rapport à cette génération et surtout, voilà, comme je disais, les effets que la surexposition aux écrans assure, quoi. Ok. Très, très clair au niveau de ton constat. Tout à l'heure, on parlera des solutions aussi, parce qu'on ne veut pas non plus mettre le doigt que sur les problématiques, mais elles sont réelles, elles sont là. Et effectivement, ce qui pourrait manquer, c'est ce genre de mesures. Alors, bon, je ne suis pas très pour les mesures répréhensives. Oui, répressives, répressives de type amende, mais en tout cas, il y a différentes mesures qui pourraient un peu plus encourager en effet les jeunes à se détacher des écrans. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, c'est réel et c'est palpable que ça a des conséquences assez désastreuses. Moi, je te rejoins totalement sur le fait qu'un enfant reste un enfant et que le cerveau humain est ce qu'il est et qui va se développer effectivement. Il y a la dimension environnementale, développementale, et qui fera qu'en fonction de quoi il va se nourrir en fait, parce qu'en fait la problématique qui se pose chez cette génération, c'est qu'en fait elle est née dans ce confort d'outils, mais sans apprentissage direct à l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont se noyer dans ces banquets infinis de connaissances, d'images, de sons. Et effectivement, sur le plan des fonctions exécutives, il y a effectivement eu des alertes sanitaires, même de neurologues, de pédopsychiatres. Il y a des rapports là, de l'hôpital de Lyon qui avaient été faits sur ce fameux jeu dont je ne ferai pas la pub. Et qui, en tout cas, amènerait une prévalence aux troubles du déficit de l'attention et d'hyperactivité. Donc, il est bien là question de santé publique. Et en l'occurrence, l'alerte a été sonnée plusieurs fois et par plusieurs pédopsychiatres en France. Même le CHU de Marseille aussi avait fait un certain nombre de travaux là-dessus. Donc, c'est des points de vigilance. Et en même temps, cette génération qui se saisit des choses, elle se dit, voilà le panel des possibles. Elle est rentrée dans quelque chose qui est beaucoup moins, je trouve, moins conformiste par rapport à la nôtre, la précédente, les deux précédentes. Et ils s'intéressent aux problématiques du climat. Ils ont comme souci le climat, l'égalité. Et beaucoup plus, ils ont réellement envie d'une société plus inclusive, pour laquelle je milite aussi, j'avoue. Et donc, il y a des côtés, en fait, où on se dit, ils ont de l'intérêt pour l'image, pour le son. L'idée, c'est comment gérer tout ça. Avoir des temps de contemplation, de réflexion, construction de l'esprit critique, c'est vraiment l'enjeu premier, je dirais, de l'école et de la vie en général. Parce qu'en fait, quand on construit tous ces outils et toutes ces démarches-là, eh bien, on peut prendre du recul par rapport à tout ça. Mais en fait, ils sont noyés dedans. Voilà. Donc je pense qu'ils sont là et en fait, il faut leur apprendre à nager et à sortir un peu la tête de tout ça et prendre du recul en disant, là, ça y est, il est temps de se déconnecter de tout ça. Il est temps de respirer. Il est temps de prendre un livre. Et le rôle du professeur aussi, c'est de régulièrement d'éteindre son tableau numérique interactif, de poser des tablettes, de s'en saisir pour, je ne sais pas moi, par exemple, une activité particulière de recherche, d'autonomie. Et parfois, ce droit à la déconnexion et ce droit à la connexion raisonné. Parce qu'en fait, c'est toute une question de mesure là-dedans, de temps et de mesure. Et je crois que c'est pas facile, et pour les profs, et pour les parents, et pour les élèves. Et dans cette communauté éducative, arriver à trouver aussi un dialogue apaisé autour de toutes ces questions-là, puisqu'on va parler de cyberharcèlement, il y a des tas de problématiques. L'éducation aux médias, c'est un enjeu crucial aussi, aujourd'hui, demain. Et apprendre ce que c'est qu'un sourcing, confronter tout un tas de choses. Je crois que les profs vraiment le font aussi au quotidien. Et voilà, on avance aussi avec eux. Et je crois que c'est un travail qui est très, très long et dans lequel on vient d'entrer là, et qui est nouveau. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'est très complet.
Moi, je vais plus parler de ce que je vois au quotidien, parce que par rapport à cette fameuse génération Z, on a des élèves qui sont fatigués. La raison pour laquelle ils sont fatigués, tout simplement, c'est qu'ils ont leur téléphone très tard. Du coup, ça a un impact sur leur scolarité directement. Oui. On remarque également... alors, je crois que le terme, c'est l'appétence. Alors, leur attitude face au travail. Oui. J'ai pu remarquer que l'attitude face au travail, c'est... Je vous donne un exemple très simple. J'ai écrit 3 phrases au tableau. J'aurais demandé de recopier 3 phrases au tableau. Et il y a non pas 1, non pas 2, mais plusieurs élèves qui m'ont dit « Monsieur, il faut écrire tout ça ». Des élèves de 4e, mais c'est un exemple concret pour que vous puissiez comprendre à quel point l'enseignement a changé par rapport à avant, tout simplement. Donc cette fameuse génération, du coup, fatigue effectivement l'attitude face au travail qui a changé, et je dirais également leur motivation. J'ai pas d'études sur moi, mais ça aurait été intéressant de voir justement si on posait la question à des élèves d'il y a 20 ans, si on faisait une moyenne, ou du moins si on faisait tout simplement un sondage, que voulez-vous faire plus tard ? Et si on pose la question aujourd'hui à cette fameuse génération, c'est ce que Kwabena disait tout à l'heure, on a des réponses qui sont assez éclectiques, c'est assez spécial. Oui. Donc du coup, j'entends bien qu'il faut vivre avec notre temps, alors, et j'aime bien aussi la réflexion de Serme qui fait beaucoup écho à le fait de se remettre en question, de dire on a ces élèves-là, ok, du coup à nous de nous adapter, du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Et dans cette génération, ce que j'ai pu remarquer, alors en termes de métier, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, je sais pas si j'ai beaucoup moins de réponses comme par exemple avocat, médecin. Ça arrive beaucoup moins, quoi. C'est assez rare, du coup, comme on est en fin d'année, donc du coup je profite pour poser des questions aux élèves, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. Et du coup, par exemple, sur une classe de 30 élèves, j'ai eu un élève qui m'a dit qu'il voulait faire médecin, quoi. D'accord. Un élève, j'ai eu une autre qui m'a dit qu'elle voulait travailler, architecte, m'a dit ça, et tout le reste, voilà, alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais c'est quoi, c'est youtubeur, c'est footballeur, rappeur, voilà, ou tout simplement qui ne savent pas. Alors pour que vous puissiez avoir une idée, c'est des élèves qui sont en 3e, donc du coup ils ont 14-15 ans, donc c'est pas forcément tout de suite alarmant parce qu'il y a encore le temps. Je pense que c'est alarmant à partir du moment où on arrive au lycée, vous commencez à se poser des questions parce que du coup il y a des choix à faire par rapport aux filières, etc. Mais je trouvais ça quand même assez important de le noter, que les réponses sont assez surprenantes, je dirais. Oui, d'accord. Par rapport à cette fameuse génération Z. Ce que j'entends là, c'est que finalement, dans la génération Z, ils sont à la fois baignés dans énormément d'informations, ce qui fait qu'ils vont avoir, j'imagine, surtout tendance à aller vers des choses qui vont être de l'ordre du divertissement, etc. Mais je trouve que tu commences à apporter des solutions quand tu dis que déjà, vous, en tant que professeur, de mettre en place des moments où vous allez justement pas forcément utiliser le tableau numérique, le tableau interactif, vous allez plus sortir des livres, on va écrire des choses au tableau, on va les faire écrire. Finalement, c'est des moments où des espaces où vous leur permettez justement d'aller vers ça pour qu'ils y prennent goût. Parce que moi, je trouve que c'est en ayant des espaces où on va un peu leur mettre un peu le pied à l'étrier que petit à petit ils peuvent prendre goût. Maintenant, c'est pas forcément le cas de tous et c'est pas une vérité générale, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut déjà commencer à fonctionner et leur permettre d'apprendre de différentes manières. Moi, j'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, ils ne parviennent à apprendre que via des vidéos, des outils pédagogiques, mais toujours sur PC ou via des choses qui vont... Il faut qu'il y ait des images, du visuel, etc. Et dès lors qu'on part sur des choses beaucoup plus... des textes, des livres, des choses... On est beaucoup plus dans l'explicative, eh bien, ça peut freiner, alors que dans certaines filières, ils sont forcément obligés de passer par là. Forcément obligé de maîtriser tout ce qui est rédactionnel, de maîtriser certaines notions, la capacité de synthétiser, la capacité de raisonner. Et tout ça, c'est peut-être devenu un peu bancal. Je ne sais pas, peut-être que je m'alarme un peu trop là-dessus. Non, ça vient aussi
nourrir en fait l'évolution de notre métier. C'est-à-dire que nous aussi, on a des grands principes d'enseignement, des grands concepts. Le premier concept dans mon champ, entre guillemets, c'était la différenciation pédagogique, c'est-à-dire que l'individu, c'est quelqu'un avec son histoire, il n'arrive pas à table rase, il arrive avec tout un tas de connaissances, de compétences, et puis il va falloir l'inscrire dans un projet commun. Oui. Et ça, c'est un challenge. Et le travail de tissage relationnel entre pairs, il est, entre guillemets, orchestré ou, on va dire, un tout petit peu animé par l'enseignant. Mais en réalité, c'est eux qui construisent. Et cette relation-là, il y a une espèce de lâcher-prise aussi, et puis sur lequel, de temps en temps, on revient. C'est vraiment une relation d'équilibriste, en fait, qui se joue. Et aussi avec... inscrit dans un moment. Voilà. Et là, je pense déjà à ce que je vais dire lundi aux élèves, parce que je suis en réseau d'éducation prioritaire. Nous, on les accueille jusqu'au bout. On leur permet de venir, même après le brevet. D'accord. Et le premier sujet de discussion, c'est les faits divers qui se sont passés hier. Voilà. Donc, ça sera la première ouverture, parce qu'il va falloir libérer cette parole, cet espace-là. Et donc, on construit avec la matière du quotidien, en fait. Et ils en ont besoin. D'accord. Et ils vont en parler. Et accueillir aussi ce que nos oreilles ne sont pas prêtes à entendre. Et après, les mettre aussi dans cette espèce de frigo. On dit, bon, OK, on en est là. Et demain, on va avancer un peu. On va avancer. Parce que les choses évoluent tout le temps. Et c'est ça qui est complexe. Et à la fois, je crois qu'aussi, il faut leur faire confiance parce qu'ils ont des clés de lecture et des clés motivationnelles, leur motivation intrinsèque qu'ils n'expriment pas toujours. Ils disent toujours, c'est bien de travailler à l'école pour papa, pour maman, pour tout un tas de motivations pour avoir un bon métier. Donc ça, c'est extérieur. Oui. Mais le pour soi, apprendre à bien se connaître et de ce qui se joue à l'intérieur, on commence à y venir. Alors que Donc ça fait partie de leur défi finalement. C'est leur premier défi. D'accord. Pour moi. Donc, je ne sais pas si mes collègues... vous avez le droit d'être pas d'accord. Ce que je leur dis toujours, vous avez le droit de contester. Tant que c'est argumenté, il n'y a pas de souci. Quoi, Béna, je t'en prie. C'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses. Alors, juste ce que tu disais, Nadine, sur les pistes de solutions, c'est-à-dire, en effet, oui, pas utiliser le tableau numérique, etc., avoir des petits espaces. Alors, moi, dans la matière, c'est plus compliqué parce que... Je rappelle que c'est les mathématiques, c'est ça ? C'est ça, j'enseigne les mathématiques. C'est qu'il y a aussi un cadre institutionnel, et c'est là où je m'interroge vraiment, donc je m'alarmais de l'impact délétère des écrans sur les adolescents. Par exemple, moi, dans mon lycée l'année prochaine, il n'y aura plus de manuel papier. C'est-à-dire que tous mes élèves, je ferai cours à des élèves... Alors, heureusement, j'utilise pas le manuel papier, parce que j'ai trouvé la parade. Moi, je fais mes propres exercices que j'imprime sur papier et que je leur donne. Mais voilà, c'est-à-dire mes collègues, par exemple, qui travaillent sur manuel, ils vont avoir des 30 élèves en face d'eux avec leur écran d'ordinateur qui fait office de manuel. Mais et pour revenir donc à ce que tu disais de peut-être utiliser le temps des écrans pour s'instruire et tout. Il faut quand même comprendre, et ça c'est pareil, là je me base sur ce que disent les spécialistes en neurosciences. Un élève qu'on met devant une vidéo d'oral exploratrice pour apprendre à prononcer une couleur, et un élève qu'on met devant un enfant qu'on met devant un livre pour apprendre la même chose, on voit que la capacité de rétention de l'information sur le long est supérieure quand l'enfant a eu un livre en face de lui. Ça, c'est des choses concrètes. Le numérique pourra jamais se substituer aux objets physiques. Ils seront toujours en complément pour approfondir si besoin, mais ils peuvent pas se substituer. Et en fait, dans ce que tu disais du coup, moi je pense que il faut aussi avoir conscience, et je pense que, on y reviendra peut-être, je parlais tout à l'heure de la vision qu'a de notre institution du métier d'enseignant aujourd'hui, et même celle que beaucoup de parents ont de l'éducation nationale. Moi, j'ai envie de dire, s'il y a des parents qui nous regardent, il faut bien comprendre que l'école, sur l'éducation d'un enfant, si on considère l'éducation d'un enfant comme un repas, l'école, c'est un petit saupoudrage, c'est peut-être le ketchup qu'on met. Le gros de ce qui constitue l'éducation d'un enfant se fait à l'extérieur des murs de l'école. Donc ça veut dire que le gros du travail, si on veut les remettre
dans l'axe et les sortir du numérique, etc., ça doit se jouer d'abord à la maison. Et on pourra faire des petits palliatifs, couper les écrans, etc., à l'école et tout, mais le gros du travail à faire à l'extérieur de l'école. Et ça, j'ai l'impression beaucoup... Et pour le coup, j'accuse un peu l'école de ça, c'est que beaucoup... Parce que vous voyez, l'école, par exemple, les écoles dites réputées, on leur donne une bonne réputation parce que, soi-disant, des bons élèves viendraient de ces écoles-là. Mais ce qu'on oublie de dire et qu'on observe, dans notre métier, comme moi, ce que je vois, c'est que les facteurs qui produisent un bon élève sont extérieurs à l'école, en fait. Et concrètement, ça se prouve parce que moi, j'ai des élèves, par exemple, qui sont excellents, quel que soit le prof qu'ils ont. Si on souscrit à la théorie de c'est le bon prof qui fait le bon élève, ça veut dire que, normalement, si l'élève a un prof supposément moins bon, normalement, ses notes devraient chuter. Or, c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que la plupart des facteurs qui cultivent le goût de la connaissance, etc., se jouent à l'extérieur de l'école. Alors, tu peux nous donner des exemples sur ces facteurs extérieurs? Parce que moi, j'imagine que ça doit être, l'environnement familial. Bien sûr. Peut-être tu peux continuer. Bien sûr, oui, créer... mais c'est très basique. Si on veut que son enfant ait le goût de la lecture, il faut avoir des livres chez soi. Je pense que ça commence par là. Bien sûr. Peut-être les enfants réagissent beaucoup par imitation. Lire soi-même. Si on ne peut pas amener les enfants à la bibliothèque, les inscrire à la médiathèque. Moi, je suis prof de maths, mais je pose la question à tous mes élèves au début d'année. Qui c'est qui est inscrit à la médiathèque de la ville? Je suis un peu navré de le dire. Il n'y a que les élèves d'origine européenne, en général, qui lèvent la main. Les élèves d'origine africaine et maghrébine, en général, c'est pas le cas. Et je rencontre... Et c'est pour ça que j'ai souvent un peu de mal à comprendre certaines choses. Quand je reçois des parents d'élèves, des fois qui me disent oui, il veut être médecin, etc., mais il peut pas vouloir être médecin et dormir à 23h en ayant joué à la play. 23h Oui, je suis gentil. Ah, c'est ça, t'es très gentil. Avant minuit, je crois que... Ouais, voilà, très gentil. Il y a un espèce de truc de dissonance entre ce qu'on veut qu'on dit avec la bouche et ce que après les muscles, les actes montrent. Et c'est bon. Je sais pas, non, moi je pense qu'il y a un gros travail à faire à l'extérieur de l'école et là, je suis navré pour les parents qui pensaient peut-être, c'est pas l'école qui va rattraper en tout cas des déficits de ce niveau. Il faut vraiment qu'à la maison, il y ait un environnement qui favorise l'apprentissage, le goût de la connaissance, l'érudition, si on veut avoir des enfants après à l'école qui cultivent. Voilà, et après, c'est comme disait le repas. Après, s'il y a déjà cette base-là, après l'école vient saupoudrer, mettre son petit grain de sel aussi, et ça monte encore plus haut. Voilà. Je suis d'accord, et à la fois, l'école, c'est quand même ce qui structure notre vie de 3 ans à 16 ans, maintenant avec l'obligation de formation jusqu'à 18 ans. Alors, elle est perçue aujourd'hui par beaucoup de parents avec qui je dialogue comme un service public. Sauf qu'un service, c'est je demande quelque chose, je rémunère derrière. Sous-entendu, vous êtes rémunéré par les impôts. Mais en fait, je crois que ce qui manque, c'est de lui redonner un petit peu ce sens d'institution. Une institution, c'est un bâti qui est soutenu par des valeurs, en fait, derrière. Ça va bien au-delà de ça. Et je crois qu'en fait, on gagnera en qualité d'enseignement, d'éducation, quand on aura compris que, alors le mot à la mode, on va dire, on aura créé le hub de notre institution. C'est-à-dire que les familles ont un rôle participatif. Et quand je vous dis les familles, moi j'ai des familles qui ne parlent parfois pas français, mais qui osent venir pousser cette porte en disant je viens, j'ai un interprète, je viens questionner qu'en est-il de mon enfant, parce que mon enfant c'est important pour moi, je veux qu'il ait une instruction de qualité, il est français, moi je ne le suis pas, et en même temps je veux qu'il continue de grandir et de construire une orientation choisie, raisonnée. Donc ces gens-là ont des droits. Nous avons tous les mêmes droits, j'y crois fort, et donc en fait c'est aussi ça. Et on a aussi l'aspect de l'école, oui, c'était mieux avant, rien n'a changé. Hein. Tu disais tout à l'heure, quelle motivation et quel sens on donne à l'école pour y venir, pour se lever tous les matins. Alors moi j'ai eu plusieurs choses, hein. Je l'ai fait, ce petit sondage, je le fais chaque année. Je viens voir mes copains, je viens apprendre pour faire plaisir à mes parents, généralement, c'est vrai. Et je viens parce que, ouais, il faut quand même que je pense un peu à mon avenir, mais je ne sais pas ce que c'est que l'avenir, en fait, parce que ce n'est pas concret. Voilà. Oui. Donc, on y vient chacune pour quelque chose de très, très différent, à des moments
donner. Voilà. Et en même temps, on va faire la même chose, on va faire quelque chose de commun. On va construire une culture commune. Et je crois que c'est là l'aspect qui est déterminant. C'est vrai que les élèves qui réussissent le mieux à l'école, c'est ceux aussi qui ont travaillé cette culture commune qui vient se superposer à celle de l'école. Et donc finalement, on va dire c'est une formalité. Est-ce qu'ils apprennent réellement ? Je ne sais pas. Au moins, ils transfèrent. Voilà. Et la question du réel apprentissage, elle ne se joue pas aux mêmes échelles selon les élèves. Et là, et c'est là aussi des grands questionnements qu'on a aussi dans notre posture d'enseignant. C'est de faire en sorte de continuer à élever l'excellence là, que vous faites, parce que vous m'avez parlé d'excellence dans vos classes quand même. Et en même temps, d'accompagner ceux qui arrivent, on dit toujours les moyens des élèves qui apprennent tout de même, et sans oublier les plus en difficulté, parce qu'en fait, les plus en difficulté, ils ont besoin de plus d'attention, plus de temps. Donc moi, je suis en SECPA, et en même temps, je rêve qu'elle n'existe plus, cette SECPA, parce qu'elle est très stigmatisante, en fait. C'est un autre sujet, et on rêve d'une société inclusive. Et cette génération Z dont on parle, hein, elle porte ces valeurs-là. Donc, mais elles portent parce qu'elles ont accès à tout un tas de choses qui disent qu'en fait, les possibles sont infinis. Et en même temps, comment on les traduit, nous, on les traduit posément dans nos quotidiens et dans nos pratiques. C'est là l'enjeu aussi de notre reformation et notre réappropriation d'une nouvelle identité de prof. Donc, c'est tout ça qui se joue. Donc, vous voyez bien, ça va dans tous les sens, mais ça, c'est le propre des enseignants spécialisés. On a des classes très en bazar, très flexibles, très tout ça. Mais en tout cas, je crois que la relation parent-prof, elle est essentielle et qu'elle se nourrit des interactions, des invitations. Dernière anecdote, j'ai reçu une maman avant-hier. Elle venait simplement pour dire des choses, et en fait, donc j'étais en train de noter. Donc on note tout ce qui est institutionnel, c'est ce que tu dis, hein. Mais en fait, le cœur du dialogue, c'était mon fils, j'ai eu beaucoup de problèmes, je t'ai pas suffisamment accompagné, je t'aime, et je sais que je culpabilise du fait que j'ai l'impression que c'est moi qui suis, on va dire, l'origine de ta crise de drépanocytose. Donc là, j'ai fermé mon cahier, j'ai dit hop, voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une relation très intime entre une mère et un fils, même une redéclaration d'amour. Et donc, j'avais tout autre chose, en fait. Donc, on a aussi la confiance des parents. Ils nous confient quand même leur trésor au quotidien. Qu'ils soient grands, petits ou moyens, on reste toujours l'enfant d'eux, jusqu'à la majorité. Et en fait, quand on a la confiance de tous, je pense qu'on avance plus vite, plus loin. Il n'y a que comme ça, il n'y a que par cette relation de confiance qu'on trouvera des solutions, parce qu'on a effectivement des défis qui nous attendent